géants de la route, ces forçats de la route, comme on les appelait, ont fait ça il y a 100 ans. Ils buvaient de la bière, ils s'endormaient sur le bas-fossé, et ils finissaient. Les routes n'étaient pas goudronnées. Respect, respect. Si vous n'avez pas fait le Tour de France, vous avez beau gagner 50 000 courses, ils s'en foutent. Hein. C'est le Tour de France qui compte. Ne serait-ce que de participer, c'est à peine si je l'espérais. Je n'avais jamais vu la montagne de ma vie, de même que la mer d'ailleurs. Je crève, je donne mon vélo à un mec, le mec laisse tomber le vélo, je l'engueule. J'avais engueulé un mec, c'était un tronc d'arbre, c'était même pas un mec. Tellement j'étais fatigué. L'équipe, seul quotidien sportif de l'Hexagone, continue d'enregistrer 60 ans après sa fondation une hausse de ses ventes au moment du Tour de France. Mais sa naissance ne fut pas des plus simples. À la Libération, l'auto est interdit, comme la plupart des titres parus durant l'occupation. Les biens du groupe, le Parc des Princes et le Vélodrome d'hiver sont mis sous séquestre, y compris le label Tour de France. Jacques Godet, son directeur qui s'est vu retirer sa carte de journaliste, va alors trouver un soutien crucial en la personne d'Émilien Amaury, l'un des fondateurs de la presse clandestine sous l'occupation et directeur du tout récent Parisien libéré. Le 28 février 1946, l'équipe, un nouveau quotidien de sport dirigé en sous-main par Jacques Godet, sort dans les kiosques. Quelques mois plus tard, Émilien Amaury obtient des pouvoirs publics l'entière réhabilitation de Jacques Godet et lui propose une association entre leurs deux quotidiens pour relancer le Tour de France. J'ai trouvé ça très heureux que le Tour de France puisse s'appuyer par un grand journal d'information qui apportait donc aux éléments publicitaires un support supplémentaire et valorisant le rapport et leur effort. Et Émilien et moi, on était des frères. On imagine l'anxiété de Jacques Godet ce 25 juin 1947. La nouvelle génération du public après 7 années d'interruption sera-t-elle au rendez-vous? Et l'ancienne sera-t-elle aussi fidèle à l'équipe qu'elle le fut à l'auto? C'est Marcel Cerdan qui donne à l'Arc de Triomphe le départ du Tour de France 1947, le premier depuis la guerre. 100 coureurs français, belges, suisses, luxembourgeois et italiens s'élancent pour la grande ronde. Il est mythique ce Tour 47, parce que c'est Robic qui le gagne. Mais il fallait voir le monde qu'il y avait. C'était noir de monde de partout. C'était la fête, c'était la joie, on avait redonné le Tour de France aux Français. Départ pour Digne. Robic, Brambilla et Lazaridès attaquent le col de l'Isard. Derrière eux, Vietto prend la chasse et au col d'Alos, il passe au commandement avec Lazaridès. Le tandem français ne sera pas rejoint. À Digne, Vietto et Lazaridès arrivent ensemble. L'étape revenant à Vietto. Vous savez, Vietto, c'était un coureur magnifique. Et bien entendu, nous, jeunes, en admiration devant Vietto. Parce que Vietto, attention, à l'époque, c'était... Vous savez, c'était Poulidor, c'était même peut-être au-dessus de Poulidor, c'était la France entière. Hein. Il n'y avait que Vietto sur la route. Hein. Vannes Saint-Brieuc, étape contre la montre, était considéré par beaucoup comme devant décider en dernière sort du résultat final du Tour. Dès les premiers chronométrages, on s'apercevait que le Belge Impanis était en tête. Mais dans son fief, Robic lui disputait chèrement la victoire. Toutefois, Impanis devait l'emporter de peu, tandis que Vietto, fatigué par ses efforts précédents, abandonnait son maillot jaune à l'Italien Brambilla. Vietto il a voulu abandonner, rentrer chez lui. Enfin, ça a été un cinéma du diable. Je vous ai dit qu'on faisait chambre ensemble. À l'époque, il y avait le speaker, là, comme Georges Briquet, là, qui était venu à la chambre supplier Vietto qu'il n'abandonne pas. Enfin, un cinéma, il mettait la valise dans l'ascenseur, il descendait un étage, il remontait. Enfin, ça a duré un quart d'heure, ce cinéma-là. Ils ont fait pleurer la France entière. Il y a la France qui a pleuré, là, devant son poste, en écoutant Georges Briquet plaindre la perte du maillot de René Vietto. Georges Briquet, lui, ce qu'il a compris tout de suite, c'était ce qu'il fallait dans une course cycliste, raconter les coureurs, raconter les faits de course,
être ami avec les coureurs, ce que n'était pas Jean-Antoine, être ami avec les directeurs sportifs, être ami avec les organisateurs et surtout savoir ce qu'il nous a toujours dit à nous, être le photographe de l'instantané. Les acclamations vont crescendo, on sent qu'on arrive près de Paris et la foule crie Robic, Robic, Robic. C'est en tête d'Ether qui mène le train à une rapidité folle. Nous arrivons bientôt à l'entrée de la descente de Saint-Cloud. La foule est toujours aussi nombreuse, nos 4 hommes sont toujours en tête. En face de nous, nous apercevons là-bas la Tour Eiffel. La Tour Eiffel qui signifie que le Tour de France va se terminer, mais les 4 hommes sont toujours ensemble. Et voici qui maintenant, ayant pris le virage sur la place, aborde le pont. Nous entrons maintenant dans l'avenue de la Reine. Je demande à Jean Quittard, qui m'entend au Parc des Princes, de se tenir prêt à prendre le relais. Car maintenant, il va entendre l'acclamation populaire qui va déferler jusque sur le Parc des Princes. Mais voici que les coups de sifflet retentissent, les coureurs entrent sur le terrain. Ce direct radiophonique a été une révolution dans l'histoire du Tour de France et des médias. Pour la première fois, il est possible de rentrer à l'intérieur de la course en mouvement, dans les 10 derniers kilomètres, c'est-à-dire de s'affranchir de sa furtivité, de faire vivre aux auditeurs ses péripéties dans sa continuité, ce que ni les actualités cinématographiques ni la presse ne peuvent réussir. Et Robic revêtait le maillot jaune qu'il n'avait jamais porté durant la course, mais qui demeurera témoin de sa victoire. La radio n'empêche pas pour autant l'explosion des ventes de l'équipe et son directeur de s'en féliciter. À côté de ces coureurs qui ont triomphé des embûches et des peines de la route, à côté de Robic, vainqueur qui a été empoigné sa victoire à bras-le-corps et qui l'a serré à l'étouffer, il y a un autre magnifique gagnant, le Tour. L'intention de Desgranges a été magnifiée, distraire et communiquer de l'enthousiasme par l'exemple d'une bataille sincère où l'homme prouve qu'il sait tout endurer pour atteindre le but. Le journaliste se débrouillait par ses propres moyens, se battait pour l'information, se battait pour avoir des lignes téléphoniques. J'ai vu des journalistes italiens trépigner dans leur cabine, avoir la communication, être coupés aussitôt, et c'était encore à nouveau 1 heure d'attente pour que la ligne soit rétablie. On a parlé de l'époque héroïque dans les années 1910-1920 pour les coureurs, mais la reprise du Tour à partir de 1947, c'était l'époque héroïque pour les journalistes. 5000 km, 21 étapes, 12 équipes, tel est le 35e Tour de France cycliste dont le départ a été donné à Saint-Cloud à 120 champions. Après avoir longé la Seine, les coureurs traversent Rouen en trombe, franchissent Pont-Audemer où ils sont encouragés par le régional Bourville. Tous les yeux se portent sur le champion italien Gino Bartali, numéro 31, qui justifie sa réputation en gagnant au sprint. Le Tour de France, à l'origine propriété exclusive d'un journal de sport, dépend maintenant d'une gestion bicéphale. Jacques Godet pour l'équipe et Félix Lévitan, rédacteur en chef de la rubrique sportive du Parisien Libéré, imposé par Émilien Amaury. Le Tour reste avant tout une affaire de journalistes de presse écrite, une vitrine pour la promotion d'un journal de sport. Comme on sortait d'une époque qui était beaucoup plus difficile, tout ça nous paraissait facile et amusant en même temps. Et puis nous sommes tout de suite, on a eu la chance aussi de tomber tout de suite avec de grands coureurs, parce que je dirais que moi j'ai fait mes débuts avec les Bobet, avec les Coppi, avec les Bartali, avec ces gens-là. On s'est trouvé tout de suite vraiment plongé, si vous voulez, à une des grandes époques du cyclisme. Il les bat au sprint en arrivant à Cannes. Le 15 juillet, à Cannes, les Jeux semblent faits. Louis Bobet, un jeune breton, s'empare pour la 8e fois consécutive du maillot jaune. Voici une immense clameur qui monte à l'adresse de Bobet. Bartali, dit Gino Lepieux, est relégué à 20 minutes du français. Mais les Bartali trouvent que trop d'enthousiasme nuit. Mais le plus dur est à venir. Les montagnes alpines, lieu épique du Tour de France, admirablement dépeintes par le dessinateur fétiche de l'équipe, Pélos, avec ses sorcières aux dents vertes et ses juges de paix. Il était écrit que Bobet ne gagnerait pas ce Tour à cause d'un furoncle et d'une guerre civile larvée en Italie. Le Tour de France tourne dans ce sens-là, les Pyrénées et les Alpes. Le Tour de France fait étape à Cannes, le 14 juillet 1948. Et on apprend qu'un attentat a eu lieu contre Togliatti, le leader du Parti communiste italien. On dit, il va mourir. Les journalistes, les coureurs italiens disent, c'est le moment, c'est la révolution, on rentre en Italie. Et ce qui est intéressant, c'est que Gino Lepieux a fait partie des jeunesses catholiques et il a fréquenté De Gasperi.
qui est président du Conseil italien en 1948. Et Bartali reçoit un coup de téléphone de son ami De Gasperi. Lui mi ha chiamato e mi ha detto, si immagino, a domani puoi fare qualche cosa. A domani vinco io perché li ho staccati tutti, io sto tranquillo, io non ne vedo neanche di più di un quarto d'ora. Senti, se lo puoi fare, fallo perché qui c'è una grande confusione. Ciao. Le lendemain, dans Briançon-Aix-les-Bains, Bartali affirma définitivement ses prétentions au maillot jaune et détruisit d'un seul coup les espoirs de tous ses adversaires. Io ho fatto la corsa d'attacco dai primi 100 metri. Pronti via, dovevamo scappare. Capito? E così ho fatto fino a Briançon. La victoire de Bartali n'en a pas cependant sans que le jeune Bobet se défendit jusqu'à la limite de ses forces. Bartali crève et Bobet reste seul, poursuivi par un premier peloton. Mais Bartali se lance dans une chasse extraordinaire, remonte tout le monde et réussit encore l'exploit de gagner l'étape. E se da Briançon c'è ancora 30 km, va a casa tutto il Giro di Francia. Arrivo solo io. Neanche le macchine arrivano. Sul serio, Io ti può vedere il Giro di Francia come è arrivato Bobet e Robic. Che io poi avevo preso 20 minuti, non mi interessava neanche più. Morti. Non stanno neanche in piedi. La victoire de Gino Bartali dans le Tour de France s'inscrit dans l'histoire d'Italie. Bartali gagne le Tour 10 ans après sa première victoire. Et l'Italie, qui s'est enthousiasmée une semaine durant, en a oublié ses désordres intérieurs. Ici, la légende d'Henri Desgranges s'enrichit d'une page qui dépasse les frontières du sport, même peut-être aussi celle de ce bas monde. À Castel Gandolfo, sa sainteté Pie XII elle-même, que l'on se représente mal en vérité écoutant à la radio les résultats de l'étape, donne sa bénédiction apostolique au maillot jaune 1948. La presse, bien que talonnée par la radio, a encore de beaux jours devant elle. Sur le Tour 1949, l'équipe innove en décidant d'ouvrir quotidiennement ses colonnes aux confidences d'un jeune coureur français, Jacques Marinelli, qui réussit l'exploit de conserver 6 jours durant le maillot jaune. Marinelli, Dio s'envole vers l'arrivée. Une nouvelle fois, le maillot jaune échoit à Marinelli. J'ai été le coureur cycliste qui a fait le plus fort tirage du journal L'Équipe en 40 ans. Et troisième de tous sports confondus, c'est-à-dire derrière Marcel Cerdan et l'équipe de France de football. Pendant 3 jours, l'équipe a tiré à plus de, je ne sais plus, près de 700 000 exemplaires. C'était le plus fort tirage. Donc ça veut dire que c'est le palmarès, mais associé à la popularité, à la notoriété. Ça, vraiment, ça fait plaisir. D'être aimé par les gens, c'est agréable. Le coureur, et peut-être à cette époque encore plus que maintenant, avait vraiment la notion que ce n'était pas tellement ce qu'il faisait qui était important, c'était ce qu'on allait en dire et ce qu'on allait en écrire. D'où, je dirais, le journaliste pour le coureur à cette époque-là était le complément absolument indispensable. Il n'y avait pas la télévision. Il n'y avait pas la télévision. Enfin, pas la télévision que nous connaissons aujourd'hui. Pourtant, lors de la diffusion du journal télévisé de 20 h, le 1er juillet 1949, Pierre Sabag annonce un résumé en images de la première étape du Tour de France. Ces images ont été filmées la veille par un caméraman sur moto et sont commentées en direct par Georges Decaune. La télévision n'existe pratiquement pas. On estime qu'il y a 1500 personnes qui ont un poste de télévision. Donc ça ne touche personne. Dans le Midi, personne ne sait que la télévision arrive. Je dis à ma mère, je travaillais à la télévision, elle est à Toulouse, elle ne sait pas ce que c'est que la télévision. Elle dit, quel étrange travail, qu'est-ce que c'est que la télévision, etc. En cette fin des années 40, c'est toujours dans les cinémas que l'on vient s'informer sur le Tour. Bartali mène devant Coppi. La descente est difficile, le sol mauvais. Coppi se sauve dans la descente et gagne à Aoste. Bartali entre le premier au Parc des Princes. Coppi parle à Lynn Renault d'une cabane au Canada. Marinelli sourit. Coppi a gagné, le Tour de France est terminé. Les actualités cinématographiques, ça dure 2 minutes chaque semaine. C'est dépassé par les événements. Elles ont 8 jours, les images du cinéma, tandis que les nôtres en 2 jours, en 1 jour. Elles sont presque immédiates. Si très peu de foyers ont le privilège de suivre le numéro de duettiste Coppi-Bartali dans leur salon, en revanche, de plus en plus de passionnés se retrouvent devant les vitrines des magasins ou s'attardent dans les cafés qui ont investi dans l'achat d'un poste récepteur.
En ce début des années 50, la télévision ne peut certes pas encore prétendre capter l'immédiateté de la course comme la radio, ou donner dès le soir ou le lendemain matin analyse et résultats comme la presse quotidienne. Une course au temps est néanmoins déclarée, et au fil de ces évolutions technologiques, la télévision est en train de gagner irrésistiblement du terrain sur ses concurrents. Il n'y avait pas d'avion à l'époque pour transporter la pellicule, donc il fallait attendre que le train soit à l'heure et que le garçon qui s'appelle Hervé ne se soit pas endormi. Il a veillé longtemps pour attendre la pellicule et puis il a transmis tout de suite au studio de Cognac G. Il y a un garçon qui la sort de sa gangue et qui la développe ou qui la ressort, qui ressort l'image. Et Anjubeau entre en scène. Anjubeau, c'est l'homme à la petite moustache et à la cigarette. C'est un personnage prodigieux de la télévision. C'est le couturier. Il va sortir un événement. Il va le monter. On me le donne à visionner, ce film. Et j'ai quelquefois 10 minutes, quelquefois 1 heure pour préparer mon commentaire. Donc on va le projeter dans le journal et je serai off comme toujours. Je suis une voix qui traduit par des mots ce que l'image apporte et cherche à prolonger un petit peu la qualité de l'image. Voilà. L'extrême facilité avec laquelle la télévision est en train à son tour de s'approprier la légende créée par Henri Desgranges 50 ans plus tôt tient toujours à ce pouvoir de fascination, d'identification du public avec les personnages principaux de ce spectacle, les coureurs. Sur les routes de Provence, on se soucie bien peu du Tour de France, on n'a plus qu'une idée en tête, se rafraîchir et par tous les moyens. Dans la région de Toulon, c'est la chasse aux traditionnelles canettes. Et puis, comme dans toute bonne légende, au milieu de ces héros encore humains, de ces argonautes, surgit un Jason, un Ulysse qui tutoie les dieux. Le numéro 1 dans les résultats, c'est Eddy Merckx. Mais il y a pour moi quelque chose qui est au-dessus de ce numéro 1, quelqu'un qui est au-dessus de ce numéro 1, c'est Fausto Coppi. Parce que il s'est manifesté dans des conditions qui atteignaient le divin, qui atteignaient le surhomme, par sa morphologie, sa nature physique d'être humain. Cet homme a une petite tête très distinguée, ayant des membres extrêmement minces, des jambes très minces, mais une capacité pulmonaire énorme, un thorax considérable, ce qui d'ailleurs faisait de lui une sorte de volatile, ce qui explique peut-être beaucoup les exploits qu'il a pu accomplir en montagne. Fausto Coppi démarre et irrésistible comme toujours, pas seul au sommet. Coppi avait un don, il était fait pour faire du vélo, comme Pelé était fait pour faire du football, comme Cerdan était fait pour boxer, comme Senna et Prost étaient faits pour piloter. Il y a toujours un gars qui, dans un sport, éclate, et le leader. Il est l'inaccessible, il est celui que tout le monde voudrait être, il est l'exemple. Il avait 50 minutes d'avance, on avait 15 jours pour rentrer à Paris, c'était tragique. Tragique, le Tour de France était archi fini, écrasé par lui. J'ai donc décidé qu'il aurait tous les gains du premier prix, mais que je le classais au concours et que je le considérais comme vainqueur au Tour de France celui qui allait être le second, et que ce second aurait les prix le premier. Au début des années 50, le Tour de France n'est plus seulement la vitrine sportive de l'équipe et du Parisien libéré. Dès son redémarrage en 1947, Jacques Godet a repris la formule de Desgranges avec des équipes nationales qui courent sur du matériel fourni par l'organisation et un financement qui fait appel aux villes étapes et surtout à des marques extra-sportives qui louent des places dans la caravane publicitaire précédant les coureurs. On se presse autour des voitures. Et un cinéma au développement ultra rapide projette le film de l'étape 3 heures après l'arrivée. Mais les chanteurs enlèvent la palme et les plus grandes vedettes ont été convoquées au rendez-vous de cette grande joie populaire. Trenet chante la mer à toutes les étapes. Mais très vite,
l'inflation des frais d'organisation oblige Godet et Lévitan à ouvrir encore plus largement les portes du Tour aux publicitaires. Dès 1948, une marque de lainage synthétique attribue une rente quotidienne de 10 000 francs aux porteurs du maillot jaune. Et l'année suivante, c'est au tour d'un apéritif et d'une eau gazeuse de patronner le Challenge international et le Grand Prix de la montagne. Yvette Horner, elle dit « Tu vas avoir le maillot jaune !» Vous savez, Yvette Horner, qui a maintenant l'accordéon, là, à l'époque, c'était une super nana, hein, encore maintenant. Et moi, j'étais un peu... Elle me plaisait beaucoup. Puis j'attendais. Et elle dit « Dans 30 secondes, des maillots jaunes. » Et d'un seul coup, j'étais maillot jaune. Alors là, c'était tout un cirque. Le soir, mes copains, ils avaient déjà mangé. J'étais toujours dans la glace et je me regardais avec ce maillot jaune. Je l'ai d'ailleurs encore à la maison. C'était en laine, hein, c'était assez serré, ce truc-là. En laine sans fil. Et j'ai dormi avec le maillot. J'ai gardé toute la nuit le maillot jaune. Et j'ai même pas changé de maillot de corps. Hein. J'ai gardé mon collant, les chaussettes et le maillot jaune, je me regardais. J'étais tellement admiré, c'était tellement admiratif devant moi. Je me plaisais. Mais que se passe-t-il, ce maillot jaune? Il a l'air de payer aujourd'hui ses efforts d'hier. Oh, il n'en peut plus. Voilà qu'il s'arrête. Va-t-il abandonner? Ah, du sucre. Bonne idée, ça. Un morceau? Eh, ça a l'air de lui faire plaisir. Allez, un autre morceau. Ça y est, ça va beaucoup mieux. Allez, offre-lui tout le paquet. Mais oui, mon vieux, tu as raison. Et hop, il repart. Mais c'est extraordinaire. Il grimpe le col à une allure record. Le voilà déjà au sommet. Maintenant, une descente vertigineuse. Il attaque le second col. Oui, le sucre a gagné la course. L'équipe de France va marcher au sucre. Nous allons demander à Louison Bobet de nous parler de son alimentation à lui. Je mange beaucoup de poissons, du vin pur aussi, j'aime beaucoup le vin. Je bois ma bouteille de vin par jour. Et alors, beaucoup de légumes. Moi, je suis assez végétarien. Louison Bobet, bien que participant pour la 6e fois à l'épreuve, est le prototype d'une nouvelle génération, certes toujours issue des milieux populaires, mais beaucoup plus à l'aise dans la gestion de son rôle médiatique de champion. Le Tour de France moderne a beaucoup changé dans le temps. On arrivait dans le Tour de France avec une condition physique pas maximum, n'est-ce pas maximale. Tandis que maintenant, il faut être en condition depuis la première étape jusqu'à la dernière étape. C'est d'Amsterdam, capitale des canots et des moulins à vent, que s'est envolée la 41e randonnée classique des traditionnels géants de la route. Bobet, vainqueur de l'an dernier, démarrera avec le maillot jaune qu'il espère bien, malgré les plaisanteries de Coblet, reconquérir en 54. Ce Tour 1954 voit l'arrivée d'Antoine Blondin, un tout jeune romancier qui inaugure la première de ses 524 chroniques sur le Tour pour l'équipe. Ce qui m'a tout de suite étonné, c'était son intérêt pour les champions. Et très tôt, je l'ai amené au domicile de Louison. Mais c'est dur d'imaginer que quelqu'un comme Antoine Blondin regardait Louison, lorsqu'on déjeunait chez Louison, comme le Père Noël, avec des yeux d'enfant devant le Père Noël. Et il avait des fulgurances, c'était incroyable. Il savait tout, il devinait tout, et même l'alchimie du cyclisme, il comprenait tout. En 1955, Louison Bobet est en passe de gagner pour la 3e fois l'épreuve, égalisant le record du Belge Philippe Thys en 1920. La montée du Ventoux, le 18 juillet, est le clou de l'épopée bobétienne et Antoine Blondin en sera le barde. Les cigales chantaient, la caravane passe. On quitta cette Provence au masque d'ingratitude pour gravir dans le silence le Ventoux qui fait aux Alpilles comme une monstrueuse verrue, rugueuse et rougie au blanc. Au fil de l'ascension, l'effectif se décantait. Les hommes tombaient, la langue pendante, vendaient leur âme pour un peu d'eau, pour un peu d'ombre, en criant « Laissez-moi tranquille, je deviens fou ». Le raffiné Poblet, l'œil clair, implorait au passage une excuse pour ses jambes. Mais Maléjac ne réfléchissait plus que l'incohérence, comme un miroir qui en a trop vu. Et Stablinski avait le meurtre dans le regard. La seule pensée qu'on ne se livra à l'escalade que pour redescendre ensuite sensiblement vers le même point de départ souligne l'absurdité de l'entreprise. N'avait-elle pas vraiment d'autre objet plus profond, un sens caché ? Louison Bobet détenait le fin mot de l'histoire.
Le Tour est quand même une invention assez formidable parce qu'il y a la durée, il y a la respiration, il y a les hauts et les bas, il y a le plat et les côtes, il y a des moments d'arrêt, des souffles longs, le souffle court. Parce que un match de foot ou de tennis, c'est un acte de théâtre. Mais là, c'est un roman. C'est un roman comme les romans fleuves, quoi. Alors ça, c'est tout de même ça. En soi, il y a un intérêt humain, si l'on peut dire, parce que l'individu peut se transformer pendant le Tour de France. C'est rare qu'un match de football, du début à la fin, le type soit très différent. Oui, c'est un roman, le Tour de France. Un peloton qui s'en va, c'est une page qui se tourne, et comme c'est pour la dernière fois, c'est un livre qui se ferme. 1956. Raphaël Gemignani, membre de l'équipe de France, risque une interdiction de départ. Son intention d'afficher sur ses cuissards le nom de la marque d'apéritif avec qui il s'est associé en tant que fabricant de cycles et pour laquelle il court l'année durant provoque les foudres de Jacques Godet. Toutes les marques avaient tourné de l'œil. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, il était battu en brèche par tout ce qui était motorisé. C'était Vélo Solex, c'était la mobilette, c'était la Vespa. Tout le monde était devenu motorisé. Et là, il y a des faillites retentissantes. Alcyon, La Perle, Métropole, Dilecta, Eliette, Terreau, Rocher, tout tourne de l'œil. Donc, il n'y a plus de soutien financier. Déjà qu'on était assez peu payés, mais là, il n'y en a plus. Donc, moi je dis, les gars, s'il n'y a plus les marques de cycle qui nous payent, il va falloir que l'extra-sportive se superpose et remplace les marques de cycle défaillantes. Depuis 1950, Godet avait déjà dû déroger au principe de Desgranges en permettant que les coureurs arborent sur leur cuissard le nom des marques de cycle qui les employaient le restant de l'année. Les choses changent du tout au tout lorsque des marques de boissons ou d'électroménagers sollicitées par des fabricants de vélos aux abois veulent s'immiscer dans sa course. Jacques Godet était contre l'extra-sportive au départ. Parce que lui partait d'un principe que si l'extra-sportive venait aux coureurs, c'est une publicité qui n'allait plus aux journaux ou aux organisateurs. Donc il nous voyait comme concurrents et pas complémentaires. J'ai eu très peur. J'ai eu très peur. Je me suis dit que tout était foutu. Au départ, dans les années 20 et avant-guerre, avant la guerre de Première Guerre, les marques de cycle, elles faisaient partie, c'était comme des clubs, elles faisaient partie de la tradition. Tandis que ces gens-là, Saint-Raphaël, des apéritifs, tout ça m'a fait terriblement peur. Et puis on a raisonné quand même Jacques Godet en disant, écoutez, mais il faut que l'extra-sportif, vous verrez que l'extra-sportif va apporter un bien. Et effectivement, Potin est venu après. Il y a eu la Chicorée et l'Euro qui est venu, il y a eu Pelfort qui est venu, et puis finalement, ça a amené l'extra-sportive. Raphaël Gemignani réussit à faire plier l'organisateur. Mais la lutte entre Godet et les marques extrasportives ne fait que commencer. Son accélération va aller de pair avec l'explosion du marché de la télévision. 50 000 récepteurs vendus en 1950, 1 500 000 en 1959. Des arrivées d'étape sont réalisées en direct dès 1958. La remise de bouquets et l'interview des coureurs provoquent alors d'étranges bousculades. Ça a marché très bien. Oui, ça marchait très bien. Je suis content parce que vraiment, dans le Tour, j'avais jamais gagné d'étape. Alors, très bien. Et à la télévision, il y a une publicité clandestine qui se manifeste par la présence de gens qui sont à l'arrivée, qui savent que les caméras de télévision sont dans un certain axe, qui savent qu'on va présenter le champion là, dans ce plan-là, et qui arrivent avec des chapeaux où il y a écrit Perrier en particulier. Et alors, on ne pouvait pas les virer, ils étaient très forts. C'était très dur, mais on a beaucoup de vent et beaucoup de faux plats. Mais... Vous avez été renseigné sur votre position Pas beaucoup. Pas beaucoup. Il y avait Tonton Poulain qui faisait ça. Il y avait aussi Claverie, la clavette, l'homme au grand nez et à la petite bouteille. Alors lui, il était costaud. Lui, il arrivait à se faufiler. Et alors, tu voyais, quand il donnait la bouteille à boire, il la donnait toujours dans le bon sens. Mais les coureurs étaient un peu complices de ça, parce que tout coureur qui buvait son Perrier à la télé, il touchait 300 ou 400 balles, un truc comme ça. Le 14 juillet 1959, la télévision s'installe à mi-course d'une étape, expérimentant pour la première fois un dispositif de direct qui allie l'hélicoptère à des caméras fixes et au talent d'un formidable tchatcheur. Vous avez dit moins de 10 minutes, moins de 10 minutes. Alors moins de 10 minutes, c'est sûr qu'ils avaient déjà attaqué le Chenaillon.
sommes au sommet et nous attendons, vous attendez maintenant avec nous le passage des coureurs. Que je vous rassure tout de suite, ne vous impatientez pas outre mesure, ne soyez pas plus nerveux que ne le sont les coureurs aujourd'hui, car on vient de nous annoncer qu'ils avaient quelques 16 minutes de retard. Un quart de télévision est monté jusqu'ici, c'est-à-dire jusqu'à 2770 mètres avec 40 techniciens et 4 caméras qui couvrent les derniers lacets de la montée de ce col de l'Iseran. Vous apercevez une caméra sur une estrade, vous voyez le public sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Nous ne sommes pas loin de l'Italie, les pancartes vous le soulignent. Voilà, eh bien nous faisons comme l'ensemble, nous scrutons, nous ne voyons rien venir au bout de notre téléobjectif. J'étais sur le bord d'une route sans aucune autre information que les gens qui étaient à côté de moi. De temps en temps, un journaliste de la presse écrite s'arrêtait, me disait bonjour et me disait où on en était. Mais enfin, c'était pas du tout une information. J'étais un type perdu dans la masse des gens et regardant passer le train ou attendant que le train du peloton arrive. Donc il fallait que je remplisse. Vous voyez, vous avez peut-être vos enfants qui en ce moment sont des pâtés sur la plage. Il est possible aussi de faire des pâtés avec la neige, très tranquillement, sur ces derniers glacés des Alpes qui résistent à la chaleur qui règne non seulement sur les Alpes, mais sur l'ensemble de l'Europe en ce moment. Voici l'hélicoptère de la télévision. Notre caméraman qui est là avec sa caméra portative, sa caméra indépendante, une caméra HF, qui permettra de nous envoyer des images qui iront directement au quart, au sommet du col de l'Iseran. Voici l'hélicoptère qui est parti. Nous le suivons avant de récupérer des images qui sortent de cet hélicoptère. Comme j'ai eu l'occasion de vous le dire peut-être même 2 fois ou 3 fois, il est très possible que je me répète dans ces commentaires qui n'ont pour but que de vous faire patienter jusqu'à ce que Christian et Gismondi apparaissent dans le foyer de nos caméras et par la même occasion sur vos écrans de télévision. Voici enfin les 2 premiers qui apparaissent sur votre écran. Ces images sont transmises directement d'hélicoptère. C'est-à-dire que vous voyez en ce moment ce que les spectateurs massés ici au col de l'Iseran sont absolument incapables de voir. Ces 2 points, suivis par des motocyclistes, sont Gismondi et Christian. Les 2 hommes sont à 1 km du sommet, c'est-à-dire que nos caméras vont recouper maintenant les images que vous a données l'hélicoptère. Voici maintenant les hommes de tête du peloton, Bahamontes, Gaulle. Bahamontes et Gaulle qui luttent pour ce classement du meilleur grimpeur. C'est Gaulle qui au sprint semble prendre l'avantage sur Bahamontes. Et que Gaulle passe, applaudi comme vous l'entendez, par un public dans lequel j'ai eu tort de dire qu'il n'y a pas de luxembourgeois. Il doit y en avoir et des Espagnols, en tout cas un public bien sportif, que ce soit des Italiens ou des Français. Gaulle et Bahamontes qui attaquent très rapidement cette descente suivie par... Il reste près d'une centaine de kilomètres avant Aoste, où, de nouveau en direct, Jean Quittard commentera l'arrivée. Mais la télévision ne peut pas techniquement montrer les rebondissements de la course entre ces 2 points et doit, dans l'attente, interrompre son programme. Du moins que vous serez senti sur les sommets à 2770 mètres pendant quelques instants avec nous. Ici, le col de l'Iseran, radiodiffusion, télévision française. En 1959, un seul média est alors capable de rendre compte instantanément de la course où qu'elle se déroule. C'était au moment de la fenaison, de la moisson. Alors on mettait les boissons dans une source d'eau fraîche et tout. Et puis on prenait cette pause et on écoutait le Tour de France. Celui qui écoutait ça, il était fasciné. Et moi, jeune sportif, j'avais un rêve, c'était le Père Noël. C'était une 2e période de la radio, on commençait à émettre en roulant. Et bon, on était là, pas 24 heures sur 24, mais du départ à l'arrivée de la course, il fallait être présent et être capable d'intervenir. Henri Anglade se détache légèrement du peloton, il arrive à notre hauteur, Henri Anglade. Elle est dure cette étape, hein? Voilà, je suis complètement gelé, hein. Vous êtes gelé? Complètement. Pourquoi n'avez-vous pas mis votre imperméable? Je ne le mets pas parce qu'en ce moment, il y a les Parisiens qui essayent de partir, notamment chez Russie. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir un coup de châtaigne, comme on dit, alors il est préférable de ne pas l'avoir tout de suite. Ici la route du Tour de France, à vous Paris. C'est la popularisation du transistor qui fait que le nombre de postes de radio
augmente en volume considérable. La radio, alors ce n'est plus uniquement un monument qui est dans la salle à manger, c'est partout, c'est dans la cuisine, c'est dans la salle de bain, c'est dans la chambre à coucher, c'est partout. C'était une étape qui arrivait à Troyes, autant que je me souvienne, et la radio du Tour annonce par la voix de Jacques Godet, le général de Gaulle est sur le bord de la route à Colombey, et nous nous arrêterons pour le saluer. Et quand le Tour de France est arrivé, Jacques Godet a arrêté la caravane, est descendu de la voiture, et à ce moment-là, de Gaulle, il fait « Qui c'est celui-là » Et Europe, c'est la seule phrase que j'ai pu avoir, parce qu'à ce moment-là, les gorilles ont aperçu le micro et alors m'ont carrément éjecté. Mais c'est passé à l'antenne. « Qui c'est celui-là » Avec la voix de Gaulle, c'était... Antoine Blondin rendra à sa façon justice au patron du Tour de France. Le général de Gaulle dirige la France 11 mois sur 12. En juillet, c'est Jacques Godet, ce metteur en scène incomparable. Jacques Godet était un homme très dur, c'est-à-dire très dur parce que très rigoureux. Il n'acceptait pas l'erreur, il n'acceptait pas la facilité. Et alors, de même que Jacques Godet nous disait à l'équipe une erreur, une faute, une information ratée, c'est inadmissible, c'est lamentable, c'est pitoyable. Si la course roulait à 25 à l'heure, c'était lamentable, pitoyable, inadmissible. Et ça se retrouvait dans ses éditos. Jacques Anquetil, à la suite d'une étape pyrénéenne où Jacques Anquetil avait employé sa méthode, c'est-à-dire qu'il avait neutralisé la bataille, il ne s'était rien passé. Il avait emmené ces types qui s'étaient laissés emmener comme un troupeau. Alors le titre de mon éditorial le lendemain matin, c'était « Les nains de la route ». Les nains de la route. Le parcours légendaire des 4 cols a confirmé de la manière la plus affligeante que les coureurs modernes, les concurrents de ce tour, Anquetil excepté, sont des nains. Oui, d'affreux nains, ou bien impuissants, comme les devenus Gaules, ou bien résignés, satisfaits de leur médiocrité, très heureux de décrocher un accessite. Pour eux, comme malheureusement pour la plupart de ceux qui les emploient, le sport cycliste est devenu un commerce qu'il faut exercer sans risque et sans peine, l'important étant que l'on se montre en public, le plus souvent, le plus longtemps possible. Ils oublient les grandes leçons du passé, certes encore si proches, que donnait un Louison Bobet, spectateur consterné hier parmi les autres, attendant les coureurs qu'on surnommait géants. Voilà, le classement est maintenant rendu officiel de ce Tour de France. Plus rien n'y pourra changer. Sur le podium, Jacques Anquetil et son maillot jaune, avec les initiales HD, Henri Desgranges, le père du Tour. Et la Marseillaise salue maintenant la victoire de Jacques Anquetil. Alors dans le Tour de France, il y avait à cette époque-là 2 personnages. Il y avait Jacques Godet, qui était toujours à l'arrière, et Félix Lévitan, qui était toujours à l'avant. Moi, j'avais l'habitude de dire qu'il y avait d'un côté un prince et de l'autre côté un intendant général, en même temps adjudant, chef, capable de faire fonctionner la machine. C'était l'homme d'Amaury, ah oui, ça, il n'y a pas de problème. C'était l'homme d'Amaury, complètement. Mais c'était l'homme des finances. C'était lui qui faisait rentrer l'argent, c'est lui qui discutait avec les villes, c'est lui qui discutait tout ça. Jacques Godet n'intervenait que dans la position sportive de la course. Et Félix Lévitan n'a eu de cesse de devenir le directeur général. Si on en faisait, je crois, le récapitulatif, j'ai apporté certainement beaucoup plus d'idées au Tour de France que n'en a apporté Jacques Godet. Et l'idée essentielle que j'ai ramenée au Tour de France, si on peut dire idée, c'est la reprise des équipes de marque. C'est moi qui l'ai imposée. Jacques Godet, lui, était un tenant farouche des équipes nationales. Le 24 juin 1962, Henri Desgranges s'est peut-être retourné dans sa tombe. Cette fois c'est fait, la route du Tour est ouverte. 149 coureurs sont présentés au public qui, devant Jacques Godet, vont prendre les premiers le départ après une longue traversée de la ville. C'est le premier Tour de France disputé par équipe de marque depuis 30 ans. Ce Tour 1962 est le début d'une guerre de 3 ans que vont se livrer l'équipe Saint-Raphaël et l'équipe Mercier-BP. Ou plutôt, Jacques Anquetil et un nouveau venu, Raymond Poulidor. Cette mise en scène de duel, nourrie quotidiennement par les journaux qui en font leur chou gras, provoque une fracture dans le public français qui se scinde en 2 clans irréconciliables, les poulidoristes et les anquetilistes. Au milieu de cette foire d'empoigne, un des meilleurs journalistes de l'équipe se distingue par sa rigueur d'analyse, Pierre Chany. J'ai, moi, une grande admiration pour Anquetil, alors pour sa résistance. C'est un phénomène.
Raphaël Gimignani disait c'est une machine IBM et un alambic. On peut tout lui demander, et pour son courage, il ne se plaignait jamais. Poulidor, voyez-vous, a eu la malchance de tomber sur Anquetil, qui était vraiment un être exceptionnel. Et puis, c'est un garçon qui était fermier, je dis bien fermier, pas paysan, c'est-à-dire qu'il travaillait la terre des autres, et qu'il a considéré à un certain moment que véritablement il était heureux. Et le coureur qui se sent heureux, qui n'est pas dévoré d'ambition, ne peut pas atteindre au sommet les plus élevés. Je termine en très bonne santé et avec mon doigt guéri. Je rentre à la maison sans fracture cette fois. Vous voyez, ouais, c'est recommandé pour les malades et pour les blessés, le Tour de France. Ça va bien maintenant. Oui, ça va très bien. Oui. Et le public aime bien le clin d'œil. Or, Anquetil était un garçon qui était très en ligne sur sa bicyclette, qui avait un visage figé, c'est un timide, qui a toujours refusé le clin d'œil. On lui a dit, c'est son manager, son entourage lui a dit souvent, écoute, fais un geste, lance ton bouquet dans la foule. Il répondait, moi je suis coureur cycliste, je suis pas comédien. Poulidor va essayer de s'accrocher à lui pendant quelques centaines de mètres, mais il ne pourra suivre l'allure endiablée de Jacques Anquetil, décidément l'homme le plus fort de ce Tour de France. Dommage peut-être que Jacques n'ait pas mis plus de panache à gagner ce 3e Tour de France, car maintenant, il n'y a plus de doute, Jacques Anquetil va gagner pour la 3e fois le Tour de France. Le Tour 1964 s'annonce comme l'apothéose du duel Anquetil-Poulidor. 40% des foyers français sont maintenant équipés d'un téléviseur. La RTF affecte ses moyens les plus modernes pour donner aux téléspectateurs l'impression de vivre de l'intérieur un combat de titans. Le Tour de France pour la RTF, c'est 70 techniciens, reporters, caméramens, reporters radio également. C'est 35 véhicules, un hélicoptère et un avion. Par conséquent, un arsenal extrêmement considérable. Gilbert Lariaga, en tant que réalisateur, vous qui avez fait tant de Tours de France comme chasseur d'images, dans quelles conditions vont travailler vos caméramens? Eh bien, les deux caméramens reporters de direct vont travailler dans des conditions extrêmement périlleuses, vous vous en doutez, Robert. Les deux chasseurs d'images de film auront, eux, à chasser les croquis humains, les choses que nous ne pourrons pas montrer, puisque nous ne suivons pas toute la course en direct. Il s'agit de retransmettre chaque soir le reportage en direct de l'arrivée de chacune des étapes. Pour cela, nous mettons en œuvre un équipement de prise de vue et de transmission extrêmement puissant à bord de l'hélicoptère de l'Alouette 3, près de laquelle nous nous trouvons en ce moment. Cette nouvelle caméra, dotée d'un objectif à focale variable, d'un grand développement... La retransmission des 10 derniers kilomètres de l'étape Brive-Clermont-Ferrand, le dimanche 12 juillet 1964, a été réalisée en direct, mais comble de l'éphémère télévisuel, l'un des moments historiques les plus connus de la légende du Tour de France n'a ou bien pas été magnétoscopé, ou plus vraisemblablement été égaré. Seules en restent aujourd'hui les images filmées pour le résumé du journal télévisé du soir et les souvenirs du maître d'œuvre de ce direct. Mais Poupou était irrésistible ce jour-là. C'était la grande forme de Poupou. Puis Poupou, c'était le coureur du peuple, quoi. Il était porté par les Français. Imaginez-vous, aujourd'hui, 2002, Virenque, maillot jaune, Jalabert à 20 secondes de Virenque. Ce serait grandiose. Ben, c'était ça. Deux Français, à 2 km de l'arrivée, on ne savait pas qui allait gagner le Tour de France. C'est extraordinaire. À cette époque, c'était absolument révolutionnaire, hein, de voir les deux Gus en moto qui étaient là, et au bon moment où il fallait, tour à tour la une sur Anquetil, la 2 sur Poupou, et après, choc, l'hélico qui monte la différence. Il y avait tout, C'était, comme je disais à mes gars à l'époque, les mecs, c'est Hollywood. Ça les faisait rire. Évidemment, quand ça allait mal, je disais, aujourd'hui, quel désastre, hein, c'était Bouvines. Voilà. Quand on s'est aperçu que ces 10 derniers kilomètres, tous nos lecteurs les avaient vus et que nous, on ne les avait pas vus, là, ça a été la panique. Ça a été une panique invraisemblable, parce qu'effectivement, il fallait qu'on téléphone à nos journaux pour savoir ce qui s'était passé. Eux l'avaient vu à la télévision. Nous étions partis, comme toujours, dans les 10 derniers kilomètres à l'arrivée, on n'avait rien vu. Jacques Godet, on était parfaitement conscients. Alors c'était, mes chers collaborateurs, soyez le style, soyez l'anecdote, la petite histoire, les échos, les indiscrétions. On entendait ça à jet continu. Le Tour de France, c'est vraiment une épopée que nous, journalistes sportifs, nous chantons année après année,
moyennant quoi nous emportons quelquefois la dérision de certains critiques qui considèrent que dans notre style, nous dépassons la mesure du raisonnable. Mais nous croyons, nous joueurs sportifs, nous organisateurs, que ça doit rester une épopée qu'il faut traiter sur le mode lyrique. Et il avait raison, car c'était le moyen de lutter contre la télévision qui apportait, en quelque sorte, le film de la course et une ébauche de commentaires. Donc, nous, il fallait être complémentaire de la télévision. L'étrange lucarne est en passe de damer le pion à tous ses autres rivaux médiatiques, suscitant chez les plus pessimistes la crainte de voir le public du Tour, leur clientèle de lecteurs ou d'auditeurs, se métamorphoser en téléphages exclusivement. On pourrait demander à Sampé ou à Plantu de faire un dessin où on voit le Tour qui passe, des pauvres coureurs livrés à eux-mêmes, et puis tous les gens, en fait, volets fermés, en train de regarder la télé, et volets fermés parce qu'il y a trop de soleil. Bon, mais non, donc c'est un sport qui se voit et qui s'écoute et qui se partage, oui. Donc je crois que les encouragements des spectateurs, c'est aussi une forme de compréhension. Si un coureur tombe, tout le monde court pour aller le ramasser. Et moi, j'ai gardé en mémoire ces photos où on voit Tom Simpson, où on voit Maléjac, où on voit Rivière, enfin tous ces martyrs, j'allais dire, du vélo. Hein. Et il y a toujours le public. Ça se passe toujours avec des témoins, la souffrance des coureurs. Et je crois que c'est pour ça qu'elle est belle aussi, parce que d'autres peuvent en parler. Le 13 juillet 1967, 2 kilomètres avant le sommet du Ventoux, il fait une chaleur caniculaire. L'ancien champion du monde, l'Anglais Tom Simpson, qui participe à son 7e Tour de France, défaille devant l'objectif d'un caméraman reporter. Les moyens du direct, focalisés sur l'avant de la course, sont dans l'incapacité de couvrir l'incident. L'impression qu'il doit se passer quelque chose. Je pense que le fait que Gilbert Lariaga et Claude Fayard nous ramènent au sommet du Mont Ventoux signifie qu'il y a eu un accident de Tom Simpson, nous dit-on. C'est un évanouissement dont a été victime Tom Simpson, sans doute dû à une insolation à 150 mètres du Mont Ventoux. Difficile, en tout cas, là, cette évacuation très pénible, d'assister à cette image de l'hélicoptère qui emmène Tom Simpson loin de tout, loin de ce Tour qu'il quitte. À bientôt, Tommy. Tom Simpson décède d'un arrêt cardiaque à l'hôpital d'Avignon à 17h30. La presse, dès le lendemain, évoque le doping. Le problème actuel, je pense que c'est du fait qu'on arrive en compétition à une intensité d'effort, à le battement des records de plus en plus grand. Est-ce que la physiologie normale peut s'y adapter? Je pense qu'on n'en sait rien encore. C'est pour ça qu'il faut absolument voir, lorsqu'il y a des pépins, c'est trouver la cause, la vraie cause. Que des bruits courts, que ce soit une histoire de doping, on n'en sait rien du tout. On le saura après l'enquête. Vraiment, je ne pense pas que les conséquences puissent être graves, mais elles peuvent peut-être être utiles. Un accident, ça appartient malheureusement à toutes les catégories de ces grandes opérations publiques. Et je le vois là dans le journal de ce matin, 9 alpinistes tués dans les Alpes. Il y a eu ces pilotes qui sont morts dans les courses automobiles tous ces derniers temps. Et par conséquent, tout ça appartient à ces manifestations dont on peut se demander alors si elles sont utiles ou pas. L'autopsie pratiquée sur le corps de Tom Simpson révélera des traces d'amphétamine dans son estomac. Je vous assure que le lendemain matin au départ, personne n'avait le courage
de reprendre la route. Et c'est là qu'on a décidé d'un commun accord de faire gagner un Anglais. Et c'est Barry Oban qui était le plus représentatif et peut-être le meilleur qui a gagné l'étape. Mais ça a été très très difficile à vivre. Tant que ce n'était pas interdit, on en parlait librement avec les coureurs. Pour certains, ils nous en parlaient, d'autres ne nous en parlaient jamais. Jamais, par exemple, Louison Beben a fait allusion à ça. En revanche, avec Gemignani, c'était courant. Vous savez ce qu'il prenait, il disait, je me suis chargé. Bon. Avec Rivière, on en parlait. On sait très bien que Rivière s'est suicidé, il s'est intoxiqué, il s'est tué, on savait ce qu'il prenait, il nous le montrait. Un dimanche de juillet 1960, 7 ans avant l'affaire Simpson, Roger Rivière, favori du Tour, n'arrive pas à freiner au cours d'une descente à tombeau ouvert. Dans ses poches, on découvrira des cachets de palfium, un puissant analgésique. D'autres affaires suspectes ont émaillé le Tour, comme la défaillance de Jean Maléjac en 1955, ou le malaise inexplicable de plusieurs coureurs avant un départ de Luchon en 1962. Mais aucun de tous ces incidents n'entraîna le décès d'un coureur. En 1966, un an avant la mort de Simpson, les premiers contrôles antidopage inopinés, impulsés par le docteur Dumas et diligentés par les pouvoirs publics, provoquent une grogne généralisée du peloton. Anquetil, il disait, moi, mon corps, c'est moi. Et je veux dire, je raconte ce qu'il disait à Michel, quand tu bois ta bouteille de Beaujolais, je ne viens pas te dire, ça va te faire du mal à la santé, Abel. Il dit, moi, foutez-moi la paix, je me dope, tout le monde se dope. Il l'a fait devant moi, Jacques. Ça, je tenais la porte, alors donc je peux te dire que j'étais complice. Le Tour de France, depuis sa création en 1903, a dû faire face à de nombreuses crises qui toutes menaçaient la crédibilité morale de l'épreuve. La mort de Tom Simpson, outre le débat sur l'intégrité physique du sportif de haut niveau, relance aussi la question de l'égalité des chances entre les coureurs. Cette règle d'or, instituée par Henri Desgranges, continue d'être la garantie majeure du succès médiatique et populaire de la course. Vittel, son casino, ses habitants et ses curistes ont été les témoins du départ officiel de la première étape du Tour de France. Et c'est le départ officiel qui est donné par Jacques Godet, directeur de la course. Jacques Godet et Félix Lévitan, je crois que ce fut la première fois, convoquent tous les coureurs au départ, leur font un speech viril et nous annoncent qu'il y aura des contrôles antidopage tous les jours. À l'époque, le produit dopant incriminé était l'amphétamine. On avait lu que sans doute Simpson était mort en partie à cause de l'usage d'amphétamine. Donc il y a eu des contrôles quotidiens sur les amphétamines. Et il y a eu dans ce premier tour 68 des coureurs qui ont été écartés du tour. On a l'air de découvrir que le cyclisme n'a jamais lutté contre le dopage, mais ça n'est pas vrai. Il a été le premier à lutter contre le dopage. Limoges, qui a donné le grand départ au Tour de France, a été également une étape du Tour d'Europe, d'Europe 1 100 ans. En cette fin des années 60, la maîtrise du récit de la course par la télévision oblige la radio à mettre les bouchées doubles pour conserver sa clientèle. Ah oui, il y avait la soirée du podium, le podium cybernétique, ah, je peux vous dire, ça a déménagé. C'était extraordinaire, ça. Ce podium qui se dépliait, là. Et puis c'était vraiment la salle de l'Olympia, quoi. Et il y avait 10 000 personnes devant, parce que il n'y avait pas la télé comme maintenant, il y avait moins d'émissions de variété. Donc les gens voulaient voir les vedettes. Il tombait des cordes, il y avait 10 000 personnes, avec des parapluies, mais il y avait 10 000 personnes. Des dizaines de milliers de supporters belges ont assisté à la victoire d'Eddy Merckx à Paris. Ils étaient venus en autocar, en auto ou avec 3 trains spéciaux. Dans un de ces trains, la maman d'Eddy qui allait savourer le triomphe de son fils. Heureusement que le Tour a été inventé en 1903, autrement on dirait qu'il a été inventé pour la télé. Elle n'est pas magnétoscopée, elle n'est pas filmée, elle est en direct. Le blanc est en train de Formidable. Formidable démarrage. C'est pas possible quand même. On a perdu Merckx alors. Merckx alors. On est à la joie de Greg. En ce moment,
faisant cette politique, vous êtes en train d'assassiner le vélo. Bonjour. Bonsoir, nous sommes à Plumelec, dans le Morbihan, pour le premier journal du tour.